Joël Gréage, je suis cofondateur du groupe Dojo, dont vous êtes actuellement dans la salle événementielle. Je vais commencer par vous parler rapidement de ce qu'est le groupe Dojo, et après je ferai un petit focus sur l'outil que nous avons mis au point pour évaluer les startups, qui leur permet d'avoir une démarche ligne très efficace. Alors, le Dojo Group a recommencé en 2007 à remonter une pyramide des besoins des entrepreneurs, en commençant par les besoins d'existence. Donc c'est le coworking, c'est Dojo Créa. Le coworking, c'est des bureaux mutualisés où des entrepreneurs travaillent sur leur projet, peuvent échanger, s'entraider. Et pour vous donner un ordre d'idée, le leader mondial actuel WeWork est valorisé à 5 milliards de dollars, puisqu'on estime que le coworking est en train d'uberiser le secteur de la location de bureaux. Nous sommes nous-mêmes d'ailleurs en pleine levée de fonds à ce sujet. Donc ça, nous sommes leader français, c'est le coworking. C'est les besoins d'existence. Après les besoins d'existence, il y a les besoins de sécurité. Ça a commencé naturellement sous forme d'un accélérateur de start-up, Dojo Boost, qui est devenu par la suite en démarche ligne pour avoir un business model qui tienne la route. Un accélérateur de start-up, le principe c'est une entreprise explique à des startups, si vous n'avez pas de business model, si vous n'avez pas moyen de payer vos charges, il faut réfléchir à vous creuser la tête, et puis qu'il ne le fait pas lui-même. Elle gagne des sous, elle ne sait pas quand, elle ne sait pas combien, quand elle aura des startups qu'elle accompagne qui seront revendues. Donc nous on a appliqué une démarche lean sur Dojo Boost, on a mis au point un outil d'évaluation de start-up, et ce qui fait qu'une start-up qui rentre chez nous, elle peut nous payer soit en parts, soit en argent, soit un mixte des deux. Ça nous donne une partie de cash, et accessoirement en parallèle, on a proposé à des grands groupes de les accompagner dans des démarches d'intrapreneuriat, ce qui nous a fait du cash qui rentre tout de suite, de façon à payer nos structures. Donc ça c'est la démarche lean appliquée à nous-mêmes sur l'accélérateur de start-up et cabinet de conseil. Donc maintenant, Dojo Boost, c'est les besoins sécurité. Il ne faut pas aller par là. La sécurité, je précise pourquoi c'est le conseil et l'accompagnement, c'est la sécurité. Il ne faut pas aller par là, il y a un mur. Ah oui, mais moi j'ai vraiment envie de défoncer ce mur. Ouais, mais maintenant tu sais qu'il est là, tu prends de l'élan, ça s'appelle le financement, et tu le défonces. Donc après la sécurité, vient les besoins d'appartenance. Les besoins d'appartenance, c'est la création de communautés sous forme de clubs et d'événementiels. C'est pour ça que nous avons sacrifié un espace de coworking qui était ici, pour en faire la salle événementielle où vous vous trouvez actuellement. Nous avons de nombreux clubs et nous en lancerons d'autres. Donc par exemple le club startup dédié pour les startups. On travaille sur un club d'investisseurs dont cet événement est peut-être le premier événement. Nous avons le club Eurochine pour les entrepreneurs européens qui veulent travailler avec la Chine et les entrepreneurs chinois qui veulent travailler avec l'Europe, etc., etc., etc. J'ai oublié de parler du club Dojo qui est le club entrepreneur. Enfin, c'est la création de communautés d'appartenance. Après l'appartenance vient la reconnaissance, Dojo Channel. Vous avez pu remarquer qu'il y a des caméras qui nous filment. On va filmer nos événements, les événements Dojo. On va créer des émissions, interviewer nos clients, et ça va donner la base d'une web TV entrepreneuriale qu'on va essayer de mettre un petit peu de rock'n'roll là-dedans. En parallèle, sur Dojo Channel, donc sur la reconnaissance, il y a les Dojo Awards, c'est un concours de création d'entreprise mensuel, très important qu'il soit mensuel, de façon à ce que les entreprises, les startups fassent parler d'elles. C'est pourquoi c'est très important que ce soit mensuel, parce que c'est jamais le moment, ah merde, j'ai trois clients là, je ne peux pas participer à ce concours, tant pis, tu participeras au prochain le mois suivant. Voilà, donc ça c'est la reconnaissance Dojo Channel. Après la reconnaissance vient l'accomplissement. L'accomplissement, c'est l'accès à l'international, c'est à l'export. C'est pour ça que le groupe Dojo se répand sous forme de partenariats et de franchises aux quatre coins du monde. Donc par exemple récemment on a ouvert un incubateur en Chine avec le soutien du gouvernement chinois. Il y avait Montréal, il y a Lisbonne et beaucoup d'autres choses dans le pipe. Mais en parallèle, nous travaillons sur un accélérateur export, Dojo Hub. L'idée c'est une entreprise nous confie, qui a un business qui marche en France, elle nous confie le bébé de lui créer une filiale à l'étranger, on finance, on met tout en place. Une fois que ça tourne, on fait une évaluation sur résultat et Dojo Hub prend entre 0 et 50% de la filiale. On fait un retour, l'entreprise évalue si elle nous confie notre aire géographique ou pas. Ça, c'est l'accomplissement des entrepreneurs. Avant cela, avant d'être entrepreneur, il y a Dojo School pour être formé à être entrepreneur, Dojo Factory pour s'entraîner sur une startup qui n'est pas la sienne. Donc c'est un startup studio. Un startup studio, ce sont nos idées de startup que l'on confie
à des étudiants qu'on a formés, qui ne sont donc d'ailleurs plus étudiants à ce moment-là, pour les entraîner, pour qu'ils ne se cassent pas les dents sur leur première startup. Sur ce, maintenant, je vais faire un focus sur DojoBoost et sur un outil que DojoBoost a mis en place pour évaluer les startups afin de les faire afin de pouvoir avoir une démarche lean. Et donc, c'est les ateliers que nous faisons. Alors, pour l'instant, c'était tous les jeudis, puis nous allons passer à tous les mercredis à partir de mai, autour du Dojo Canva. Le Dojo Canva, c'est dans la lignée du Lean Canva. Donc, initialement, il y a eu le Business Model Canva, puis qui était bien adapté pour faire une comparaison entre des entreprises existantes, mais qui finalement ne marchait pas très bien avec le Lean Canva, avec les démarches start-up et les entreprises naissantes. Bon, il y a une itération qui est devenue le Lean Canva. On trouvait qu'il manquait des éléments, donc on a fait le Dojo Canva qui contient 2 fois plus de pages, 2 pages au lieu d'une, et qui permet d'avoir une évaluation de l'entreprise. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on a un événement dédié pour ça, donc demain et toutes les semaines. Mais dans l'idée, c'est qu'on a le concept, on a la partie vision qui est constituée d'une idée que l'on évalue sur 40 points avec pouvoir, accélération, rebalancing et feeling. Donc pour l'idée, c'est on évalue son ambition. Est-ce qu'on veut changer le monde drastiquement, durablement? L'accélération, le pouvoir de pénétration, est-ce que l'idée elle va être acceptée par la société rapidement? Est-ce que la mutabilité, la façon avec laquelle on peut tourner autour du concept? Et bien sûr une note de feeling, parce que on ne peut jamais tout normer en ce qui concerne une évaluation. Donc on a chacun son feeling sur ses idées. Donc ça, c'est l'idée qui est notée sur 40. Vous avez une partie people qui n'est pas uniquement l'équipe, mais également les membres du board et les investisseurs qui tournent, toutes les personnes qui se sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans l'entreprise, dans la startup. Et donc là encore, cette partie est évaluée sous forme de donc sur 40 points avec 4 scores. Le power, dans le cas de la partie people, c'est le firepower, la puissance de travail pure de l'équipe, des personnes, de leur réseau, les portes que peuvent ouvrir leurs investisseurs, etc. etc. L'accélération, la crédibilité. Ah ouais, ils ont vraiment l'air sérieux, ils ont déjà travaillé dans le domaine. Tous les éléments qui contribuent à se faire que les personnes qui gravitent autour du projet sont crédibles. La résilience, un exemple qui est très très drôle sur la résilience, fondateur de Blablacar, qui a dit un jour à un journaliste, moi je m'en fous, mon entreprise, mon idée, je sais qu'elle va marcher, et comme je suis italien, je peux manger des pâtes autant que je veux, je peux tenir 10 ans comme ça. C'est un élément de résilience, il y en a plein d'autres. Et on se rend bien compte qu'une entreprise qui est capable d'encaisser des bases successives, elle vaut plus cher. Donc, là encore, résilience, un score sur 10, et un score de feeling sur 10. Ce qui nous donne un deuxième score sur 40. Donc, après l'idée et les personnes, nous avons le produit lui-même. Pas la même chose que l'idée. Là encore, un score sur 40. Est-ce que c'est un must-have ou un good to have? Un good to have, grosso modo, c'est un produit que on me l'offre à Noël, je ne le jette pas à la poubelle, je ne le revends pas immédiatement sur eBay. Je peux éventuellement envisager de le garder. Mais un must-have, c'est moi qui vais l'acheter. L'accélération, donc le time to market, entre le produit et le moment où il arrive sur le marché, combien de temps il se passe? Le centrale nucléaire, ça prend des années. Certains sites internet, ça peut être instantané du jour au lendemain. Le rebalancing, l'évolutivité, là encore, le produit lui-même peut évoluer. Quelles sont les ouvertures à le faire évoluer? Ça peut dépendre de la techno, ça peut dépendre du concept même, ça peut dépendre des ouvertures qu'on a déjà prévues de base. Donc c'est plein d'éléments. Et bien sûr, le feeling, encore une fois, donc un autre score sur 40. Après, nous évaluons également le marché. Donc sachant que tous ces éléments s'évaluent en fonction de ce qui a été dit précédemment. Le marché, on évalue donc le power, c'est le revenu pur. Donc, la prévision un peu utopiste. Donc là, on essaye quand même d'évaluer la courbe de revenus. L'accélération, c'est la part de marché adressable. Et le rebalancing, c'est le business model agility, la façon si vous pouvez gagner de l'argent de différentes façons. Typiquement, l'une des démarches Lean, vous testez quelque chose, vous vous rendez compte que votre produit ne marche pas, vous essayez une nouvelle façon de le commercialiser en mettant vos coûts ailleurs. On peut tester, on peut faire payer tout de suite, on peut faire du freemium, et vous pouvez vous pouvez offrir votre produit initial et puis finalement faire du conseil autour et votre business model change complètement, etc. Donc, le business model agility, c'est toutes ces démarches de est-ce qu'on peut révolutionner la façon dont on gagne des sous.
Donc là encore, il y a une note de feeling. Vous vous retrouvez donc avec 4 scores sur 40. L'idée, les personnes, le produit et le marché. Et ces 4 scores, vous faites une multiplication. 40 fois 40 fois 40 fois 40. Ça vous donne une valorisation entre 0 et 2 560 000. Alors le 2 560 000 ne sort pas de nulle part, on s'est mis dans les clous. Comme on s'est mis dans les clous de la forme du Business Model Canva et du Lean Canva, nous nous sommes mis dans les clous du Berkus Model, qui est une méthode américaine la plus classique pour évaluer les startups. Un peu du 50 000 $ sur l'équipe, 50 000, etc. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose d'un peu plus carré. On a dépondu le Dojo Canva, ce qui nous donne un outil d'évaluation des startups. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé, et c'est aussi le canal d'entrée de l'accélérateur Dojo Boost. Donc vous vous rendez bien compte, comme c'est multiplicatif, si vous avez 0 sur un produit, sur votre produit, l'entreprise vaut 0. Si vous avez 0 sur l'équipe, l'entreprise vaut 0, quelle que soit la qualité de vos scores ailleurs. Le canal d'entrée dans Dojo Boost, l'accélérateur pour les startups, c'est nos ateliers, donc pour l'instant du jeudi, mais très bientôt du mercredi, Club Startup Paris, Club Startup Marseille, etc., où les startups viennent tester, utiliser sur elles-mêmes le Dojo Canva. Elles font un Dojo Canva, on l'évalue collectivement avec la salle. Elles ont des retours, elles ont des insights de toute la salle et de l'équipe de Dojo Boost. Elles retravaillent, elles le représentent une autre fois. Et par exemple, une entreprise qui est sur le point de rentrer dans Dojo Boost, elle est passée de 220 000 € d'évaluation la première fois qu'elle a présenté à 380 en un passage. Il s'était passé une semaine parce qu'elle avait juste réfléchi à quoi présenter, comment le formaliser, légèrement restructurer quelque chose, intégrer des idées qui lui avaient été présentées, et on voit tout de suite l'évaluation. Maintenant, ce qui peut être intéressant en tant qu'investisseur d'avoir une démarche lean, c'est, donc là je vais sortir un petit peu du cadre à partir du moment où on a une méthode d'évaluation, le Dojo Canva ou une autre, ça peut être de voir une startup. Alors, il peut y avoir aussi le feeling pur comme méthode d'évaluation, c'est la plus courante pour être tout à fait honnête. Vous voyez une startup, elle vous plaît, vous commencez à mettre un peu de sous dedans. Puis, quelques mois plus tard, vous regardez où elle en est. Elles ont encore des besoins. Là, si l'évolution va dans le sens où vous voulez, ben vous mettez un peu plus de sous. Et vous le faites de façon itérative, ce qui vous permet de, le cas échéant, si l'entreprise bifurque vers un endroit où ça vous semble être une mauvaise direction, ben vous arrêtez de mettre des sous et vous n'avez pas tout mis dès le début. Cette démarche itérative est très intéressante en tant qu'investisseur, puisque c'est celle que j'applique, enfin, pas pour cette raison, mais c'est celle que j'applique moi-même, parce qu'elle permet de ne pas tout mettre d'un coup et de ne pas tout perdre quand il y a une stratégie. Donc voilà, sur ce, je vais passer la main. J'ai une question. Ah, voilà, pardon, oui, j'ai oublié les questions. Comment sont attribuées les notes en fait? Alors, les notes, une note c'est toujours une évaluation, c'est toujours personnel. On a essayé de faire que les scores Power, Acceleration, Rebalancing soient des scores le plus objectifs possible, il faut avouer. Ça reste un petit peu subjectif. Mais donc grosso modo à 0, ça ne vous intéresse pas. À 5, ça commence à être sur ce critère-là un endroit où vous envisagez d'investir. En général, on s'aperçoit qu'il y a relativement peu de variance d'une personne à l'autre, ou que pour des façons d'analyser différentes, par exemple le Power and Acceleration, la somme des deux est identique. Donc c'est à 10, c'est le maximum possible, c'est rarissime. 5, vous envisagez sur ce critère-là, ça vous plaît. Et en dessous de 5, ben ouais, non, c'est pas très loin de me plaire, mais enfin, c'est une note. Voilà, comme on note une rédaction. D'autres questions? Ouais, donc, enfin, sans rentrer trop dans le truc des points analytiques, mais sur la taille des marchés, en fait. Je me dis que parfois, la taille d'un marché, ça peut être facile de l'évaluer ou de la connaître, mais alors parfois, c'est quand même assez complexe de trouver soit des sources, soit vraiment d'évaluer la taille d'un marché, quoi. Alors, je donne un exemple de méthodologie. Après, c'est un problème. Alors, tiens, donc c'est un événement pour investisseurs. Qui est investisseur, business angel ou casual angel dans la salle actuellement? Les avares Potentiellement. Potentiellement. D'accord.
Donc, la plupart des investisseurs, quand il y a du flou, il y a un loup. La plupart des investisseurs, si vous leur donnez du flou, ils vont l'amplifier. Et si vous n'avez pas de taille de marché, si vous n'avez rien estimé, ils vont dire bah, ça vaut pas le coup. Donc, il est important pour la startup d'arriver à cadrer un petit peu. Mais la méthodologie peut être assez variée. Je vous donne un exemple d'une startup qui voulait s'attaquer au marché de l'art et à la vente privée. Ils voulaient faire de la vente privée sur le marché de l'art, ce qui pour l'instant n'existe pas trop. Ils avaient identifié que le marché de l'art était en pleine croissance, 20% par an, etc., etc. Il y a plein de raisons pour ça. Il y a plein de données sur le marché de l'art. Mais il y a aussi plein de données sur la vente privée. La vente privée appliquée à d'autres secteurs a montré qu'elle était capable de prendre une part non négligeable d'un secteur, par exemple le prêt-à-porter, les marques de vêtements, etc. L'une des stratégies pour dire sur sa cible, la taille du marché c'est tant, c'est de dire la taille du marché de l'art c'est ça. Sur tel autre marché, la vente privée a été capable de prendre tant de pourcents. Je fais une bête multiplication et j'estime que la vente privée dans le domaine de l'art fera tant. C'est une méthode que l'on peut appliquer. Il y en a d'autres. Pour être tout à fait honnête, c'est exactement comme le business plan. Ah pardon, j'ai fait un faux lapsus. C'est comme le business plan, votre évaluation sera toujours fausse. D'ailleurs, un investisseur, les 3/4 du temps, quand on veut lui donner une estimation même crédible, il va la diviser par 2. C'est parce que, et c'est pour ça que les startups s'est développé, la volonté pour les investisseurs. Les Américains parlent du $1 billion market. Si tu n'as pas un marché en milliards de dollars, il ne faut pas y aller parce que le marché a été surestimé, tu n'auras pas 100% de part, etc. Si tu ne pars pas d'assez gros, au final tu ne seras pas assez rentable. Voilà. D'autres questions? Oui, j'ai une question. En fait, on parle d'investissement itératif. Donc là, la startup, elle communique comment sur ses besoins d'investissement itératif? Alors ça va dépendre de la startup. De façon générale, on a tendance à faire plusieurs levées de fonds successives. Donc, vous connaissez tous le mécanisme d'une levée de fonds. Donc vous avez l'entreprise. Il y a plusieurs façons de faire, mais le plus classique, c'est que vous avez une évaluation de l'entreprise, par exemple 450 000 €, et elle fait une levée de fonds de 50 000 €. Donc ceux qui amènent 50 000 € se retrouvent avec 10% de la start-up. 450 000 plus 50 000, c'est 50 000 divisé par la somme des deux. Le 450 000, c'est ce qu'on appelle la valorisation pré-monnaie. 50 000, c'est l'apport. Et donc voilà. Donc, si on fait une levée, ça peut marcher sous forme de levée de fonds successive. Après, c'est un dialogue à mettre en place entre les investisseurs et la start-up. Ce n'est pas statistiquement représentatif parce que pour l'instant, je n'ai pas investi à titre personnel dans suffisamment d'entreprises, mais j'ai des statistiques complètement délirantes de survie des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Pourquoi? Parce que quand les entreprises dans lesquelles j'ai investi ont besoin de sous, elles me passent un coup de fil. Quand j'ai du cash, je les aide. Quand ce n'est pas un problème de cash et que c'est un problème de conseil, je suis directement accélérateur de start-up, donc ça aide un petit peu. À la base, je ne l'étais pas. Et donc voilà. Donc c'est très très important, à mon sens, quand on est investisseur, de ne pas fermer le canal de discussion avec la start-up. Et effectivement, quand on a suffisamment de parts, on peut prêter des sous. Quand on n'a pas suffisamment de parts, alors on peut le faire, mais il faut le faire de façon... En tant que compte, ça s'appelle des comptes courants d'associés. Quand on a plus de 5%, on peut le faire. Quand on a moins de 5%, on ne peut pas le faire. En théorie, en pratique, jamais personne ne vérifie. Peut-être que je ne devrais pas dire ça sur une vidéo. En pratique, on peut toujours faire un prêt à la personne et que c'est la personne qui remet des sous à son entreprise. Donc il est important de ne pas fermer le canal de discussion avec la start-up, l'entreprise dans laquelle on a investi, et le cas échéant, quand une start-up refait une levée de fonds, elle doit retrouver des acteurs, des investisseurs. En général, elle revient vers ses premiers investisseurs. Alors, moi, en tant qu'investisseur, si la start-up m'a plus parlé pendant 2 ans et elle revient me voir, j'ai beaucoup moins confiance que si quelqu'un m'a fait un point tous les 3 mois. Mais donc voilà, ça c'est à chacun et c'est un dialogue. Voilà, d'autres questions ?